je n'estime pas nécessaire donc d'avertir les autorités françaises qui ont clairement choisi leur camp. Elles soutiennent de manière de plus en plus visible et ostensible le régime de monsieur Zelensky. Elle fournit des armes à une armature politico-militaire qui comprend de nombreux nazis. Et donc, pour ma part, je n'estime pas nécessaire d'avertir les autorités françaises de mes déplacements dans ce pays, compte tenu du choix politique qu'elles ont fait, choix que j'estime extraordinairement préjudiciable aux intérêts de la France et des Français. On a vu dans les médias, dans les 10 dernières années, et depuis cette invasion, une modification de l'attitude vis-à-vis de l'Ukraine. On pourrait citer le Guardian qui avant parlait de la corruption, pareil pour tous les médias français, parlait de la corruption, de tout ce qu'on voyait en Ukraine. Et aujourd'hui, on leur donne presque raison, on leur donne un blanc-seing. Comment on peut expliquer cette modification puisque quand même, si on les condamne avant, ça n'a peut-être pas changé autant que ça. Est-ce que vous avez vu vous-même sur le terrain de la corruption ou un régime, vous venez de parler quand même de quelque chose qui est assez grave, de régime nazi, de régime de Zelensky. Donc, si vous pouviez vous expliquer un petit peu plus là-dessus. Oui, alors donc le changement de discours, de narrative, comme on dit aujourd'hui, donc s'explique tout simplement parce que donc les hostilités étant clairement ouvertes, désormais il n'est plus nécessaire d'agiter les gros lots de l'antinazisme, y compris en Ukraine, mais que l'Ukraine étant désormais classée dans le pays qui est dans le bon camp, donc elle peut revendiquer n'importe quelle politique, elle aura toujours raison, et on tentera de la protéger et de la mettre en avant de manière positive. J'en veux pour exemple le célèbre régiment Azov, donc régiment aux revendications assez clairement néo-nazis qui sont manifestes depuis sa création, et dont l'équipe de communication probablement britannique a tenté de supprimer la rune d'inspiration nazie qui est le signe officiel de ce régiment. Ça s'est fait au mois d'avril-mai, donc lorsque justement les accusations de nazisme de la part du régime, enfin de la part contre le régime ukrainien se faisaient un peu trop sentir. Eh bien aujourd'hui le régiment Azov donc a purement et simplement supprimé le sigle nouveau que les Anglais avaient essayé de leur faire arborer, et ils ont repris donc leur rune de type national-socialiste sur leur blason. Donc c'est une réalité. Donc l'appareil politico-militaire ukrainien est tenu par une colonne vertébrale politique qui est celle donc de ces éléments d'extrême droite constitués d'anciens membres du parti Svoboda, de Pravi Sector, donc secteur droit, et que ces gens-là ont une idéologie clairement d'extrême droite, clairement extrême, et sont véritablement le fer de lance de l'appareil politique ukrainien. Ils contrôlent les médias, en tout cas une bonne partie des médias, ils contrôlent une bonne partie de l'armée, et sont dans l'appareil politique au plus haut niveau. Alors même si on ne les a pas trop mis en avant pour que ça n'apparaisse pas de manière trop évidente, il est certain que ces gens-là occupent une place éminente dans le gouvernement et l'administration de Kiev, et qu'ils ont une attitude clairement génocidaire à l'égard des populations russophones. Rappelez-vous donc qu'au mois d'avril dernier, un des responsables du secteur médical de l'armée ukrainienne, sur une télévision officielle ukrainienne, annonçait clairement que bien qu'il se déclare humaniste, il demandait que tous les prisonniers russes soient systématiquement, castrés. Il l'a dit ouvertement devant une télévision. Ça, c'est une réalité qui est aujourd'hui dans la société ukrainienne, et c'est contre cela que ces populations russophones donc veulent se battre et ne veulent surtout pas revenir dans ce régime, dans les griffes de ce régime qui est clairement un régime d'inspiration néo-nazie, même si M. Zelensky, comme on le sait, donc serait de confession juive. Donc vous dites qu'on pardonne un peu tout, donc les médias ont changé de point de vue sur l'Ukraine en regardant, on va dire, la corruption aujourd'hui, en omettant ces éléments. On a vu dernièrement une publicité, une campagne avec une jeune femme qui disait si jamais ils attrapaient les Russes, ils allaient leur couper la tête, je crois, un par un. Vous l'avez vu, cette campagne, et elle n'a pas été condamnée par les médias. Pourtant, c'est une forme d'appel à la violence. Absolument. Alors, c'est une forme de rétaliation aussi ? Oui, tout à fait. Donc, et ça
coïncide avec cette volonté absolue qu'a l'Occident anglo-saxon de s'impliquer au maximum dans cette guerre sur tous les plans, donc y compris la communication à laquelle vous faites allusion, mais également sur le plan économique, également sur le plan militaire bien sûr, sur le plan religieux, sur le plan financier, toutes les armes que peuvent utiliser les anglo-saxons qui sont à la pointe dans cette guerre sont utilisées. La communication en est bien sûr une des armes déterminantes, et de ce côté-là, il faut reconnaître qu'ils travaillent très bien. Le problème, c'est que cette guerre à outrance contre la Fédération de Russie se fait au détriment non seulement de l'Ukraine, dont les populations sont utilisées comme chair à canon, mais également au détriment des peuples européens qui vont plonger dans une crise épouvantable. Nous avons déjà commencé à plonger dans cette crise uniquement pour satisfaire à cette volonté belliqueuse de la part de Londres et de Washington. C'est cela qui est véritablement époustouflant, et on ne voit pas de responsables politiques dans notre pays, par exemple, s'insurger contre cette volonté d'aller dans la guerre, dans une guerre totale, et de plus en plus, puisqu'on voit que M. Macron a récemment déclaré que les derniers canons César que nous avions, qui étaient prévus pour être livrés au Danemark, seraient livrés à l'Ukraine donc ces jours-ci. Donc on voit qu'il y a cette volonté de plus en plus manifeste d'aller loin dans ces opérations de guerre, et ça se fait bien évidemment au détriment des populations européennes. Restons sur la communication. Il y a eu un échange de tweets un peu serré entre Elon Musk et le président ukrainien Zelensky, Zelensky, pardon, excusez-moi. Zelensky, c'est un médecin qui est décédé, on salue. Oui, tout à fait. Où Elon Musk, on va dire, faisait une proposition. Donc c'est l'homme le plus riche de la planète aujourd'hui qui vient de se payer Twitter. Normalement, ça a été accepté. Oui. Et donc sur Twitter, on les voit s'échanger avec une proposition qui est immédiatement condamnée par Zelensky et qui avait reçu, je crois, pas loin de 2 millions de votes. On fait de la politique donc sur les réseaux sociaux avec quelques dizaines de caractères. Vous avez suivi un peu cet épisode? Oui, tout à fait. Donc, et on observe que le rôle de M. Musk dans cette guerre est tout à fait évident. Au-delà de cet échange de tweets où il fait une proposition de paix, une proposition d'arrêt des hostilités, en quelque sorte, dans sa demande, qui effectivement donc est plus que contrebattue par la réponse de Monsieur Zelensky. Puisqu'il répond que quel Elon Musk préférez-vous, celui en faveur de la Russie ou celui en faveur de l'Ukraine? Tout à fait. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Et le rôle de Monsieur Musk dans ce conflit est assez extraordinaire, parce que cet engagement d'Elon Musk dès le départ de la guerre, dès le premier jour de la guerre, où il offre, comme un magicien, il offre le ciel de ces satellites de communication Starlink à toute l'armée ukrainienne qui en était totalement dépourvue auparavant. Ce qui explique en grande partie les relatifs déboires de l'armée russe depuis le départ de cette opération, car l'armée ukrainienne a une vision absolument parfaite du champ de bataille en temps réel, j'allais dire quasiment jour et nuit. Donc on rappelle, le Starlink, c'est un ensemble de satellites qui a donné un avantage concurrentiel, on va dire, aux Ukrainiens, donc donné par Elon Musk. Absolument. Et qui 8 mois plus tard, fait une proposition de paix. Qui va tout à fait apparemment dans l'autre sens. Mais pour vous donner une information supplémentaire, donc il semblerait que pour détruire ce réseau de satellites qui a offert un avantage stratégique indéniable au camp otano-ukrainien, il semblerait que depuis 48 heures, donc les Russes ont mis en service des armes à énergie dirigée, donc des canons laser, pour parler plus simplement, qui manifestement ont commencé à détruire le réseau satellitaire occidental. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quels satellites ont été visés, mais très clairement, donc les Russes ont commencé à aveugler l'Occident sur sa capacité à regarder le terrain de trop près, je dirais. Et si on va plus loin, est-ce que ce serait pour ça que Elon Musk pourrait proposer cette paix, pour éviter de détruire... C'est une hypothèse, je vous laisser la faire par vous-même, mais vous m'avez devancé, donc effectivement, c'est probablement ce que l'on peut imaginer, tout à fait. Parce que derrière quelqu'un, il y a peut-être toujours des intentions qui ne sont pas toujours dévoilées. En tout cas, cette proposition de paix, elle est venue à propos. Absolument. Elle n'est peut-être pas acceptée par le président Zelensky et par les Ukrainiens. Mais en tout cas, elle a reçu plus de 2 millions de signatures. Absolument. Et je crois qu'il y a 58% des gens qui allaient en faveur de ces éléments. Alors bon, c'est pas un référendum, ce n'est pas un vote, ce n'est pas représentatif, etc. Mais c'est quand même
une nouvelle manière de faire de la politique. Est-ce que vous pensez que on peut en tirer quelque chose de réel de ce Alors c'est effectivement une tendance lourde qui se dessine, où aujourd'hui un homme seul, bon, richissime certes, mais un homme seul est capable d'avoir une voix qui pèse au moins autant que des États-nations constitués, que ce soit l'Ukraine ou la Russie. Et quand on y réfléchit, c'est assez vertigineux comme considération, parce que cela modifie complètement la perception des choses. Donc un homme seul par un tweet, par quelques dizaines de mots, est capable de modifier profondément une situation, ou du moins en tout cas de l'influencer, et c'est une nouveauté dans l'histoire du monde. Je pense que nous risquons de voir à l'avenir se multiplier ce genre d'initiatives de la part de personnes qui ont, outre des moyens financiers, la capacité par la notoriété de modifier le cours des choses, et c'est peut-être la principale révolution qui va se dérouler dans l'avenir.